1, 2, 3, 4. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où niche l'hibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi. Et voilà que nous y voilà. Avant de vous parler du stress, j'aimerais vous expliquer un peu comment sont organisées les fonctions à l'intérieur du cerveau de bébé. On n'a pas de cerveau sans corps. Et ça commence par là, le rapport du cerveau avec le corps. Et qu'est-ce que le corps du bébé? Le corps du bébé, il est encore petit. On voit bien que tout est là, tous les organes sont là, mais ils sont immatures. On voit bien qu'ils n'ont pas encore leur forme adulte. Hein? Donc, le bébé a développé en premier ce qu'on appelle le cerveau archaïque, c'est-à-dire les fonctions de son rapport au monde par les sens. Mais ce cerveau-là, c'est celui qui est avec le rapport au corps, qui est le premier à se mettre en place, et c'est ce que le cerveau archaïque. Alors bien évidemment, en parallèle, se met en place le cerveau cognitif. Le langage dont je vous ai parlé, c'est le cerveau cognitif. Donc, il va mettre quand même un certain nombre, il va mettre 2-3 ans à parler, à se mettre à parler, à avoir un langage. Mais il y a une chose qui est présente dès la naissance et qui a à voir avec le stress, c'est le cerveau émotionnel. Parce que à la naissance, ce cerveau émotionnel, on l'appelle limbique. Bon, limbique parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé au 19e siècle. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend différentes composantes. Des molécules qui circulent entre le corps et le cerveau. Hein. Par exemple, quand sa mère le bichonne, lui fait des bisous et tout ça, il va sécréter de l'ocytocine, cette molécule de l'attachement qui fera qu'il est bien dans les bras de sa mère, et cette molécule circule entre le corps et le cerveau, comme la dopamine, la sérotonine, des molécules de l'humeur. Hein. Et dès très jeune, ça circule déjà. Hein. Et là, on voit bien sur la photo ce bébé qui est en train de téter. On voit bien qu'il prend un énorme plaisir à téter. Le circuit du plaisir, qu'on appelle le circuit de récompense, le circuit du plaisir est déjà là. Hein. Et c'est ça qui le maintient en vie aussi. Il est content quand il a bien mangé, qu'il digère, il va s'endormir, et là, comme il passe énormément de temps à dormir, il va intégrer tout ce qu'il a appris en état de veille. Hein. Et c'est important qu'il dorme énormément parce qu'il en a besoin. Et il y a également présent ce circuit qu'on appelle le circuit de la peur. En fait, c'est un noyau à l'intérieur, une région à l'intérieur du cerveau qui s'appelle l'amygdale, mais ça n'a rien à voir avec l'amygdale de la gorge. Hein. Et cette amygdale est sensible à ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire c'est directement branché sur les sens, cette région-là. C'est-à-dire s'il entend trop de bruit, il va se mettre à pleurer, il va se mettre à crier. Hein. Donc ce circuit de la peur est déjà là, et c'est pour ça qu'on a à vraiment faire attention aux enfants, comme le lait sur le feu, hein, comme je l'ai déjà dit, parce qu'ils peuvent se stresser énormément. Et les enfants ne sont pas égaux face au stress. Il y a des enfants hypersensibles, c'est-à-dire dont les sens sont hyper développés, qui vont recevoir en pleine tête, pour ainsi dire, dans leur tête, tout ce qui se passe autour d'eux,
et un moindre changement brusque et tout ça, ils peuvent très bien réagir plus qu'un autre. Hein. Il y a des enfants qui réagissent plus et d'autres qui réagissent moins. Ça dépend des familles. Hein. Il y a des familles stressées, il y a des familles calmes, on voit bien. Et d'ailleurs, quand on voit les parents, on peut tout à fait imaginer comment est l'enfant. Hein. Si les parents sont hyper stressés avec ce qui se passe actuellement et tout ça, c'est pas facile pour eux, eh bien l'enfant, malheureusement, il sera plus stressé, tout en sachant que quand il est petit comme ça, on peut tout récupérer. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire. Hein. C'est pas comme les adolescents. Les adolescents, c'est beaucoup plus grave. Mais là, quand il est tout petit, il y a une résilience absolument extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Isabelle, parle-nous encore du stress des enfants. Eh oui, le stress des enfants. On ne sait pas toujours le reconnaître, le voir, hein. Mais en fait, chaque fois qu'un enfant a un comportement débordant, il est probablement sous stress. Avant de penser « Oh, je dois mettre une limite à ce comportement. Oh là, cet enfant doit régler son comportement », au-delà du comportement, j'écoute ce qui se passe en dessous. Quand le lait déborde dans la casserole, c'est probablement parce que c'est en train de bouillir et donc je ne mets pas un couvercle sur la casserole, je vais plutôt chercher à diminuer le feu. Le feu, c'est le stress. Lorsqu'un enfant est débordant ou bien au contraire trop en retrait, alors il est probablement chargé d'hormones de stress, en état de stress à l'intérieur, même si nous les adultes, nous n'avons pas l'impression qu'il y a spécialement quoi que ce soit qui le stresse. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités et nous ne sommes pas exposés aux mêmes facteurs de stress. Alors regardons, quels sont les facteurs de stress? Tout d'abord, il y a bien sûr nos besoins physiologiques insatisfaits. Un enfant peut tout simplement être en hypoglycémie, il a faim, peut-être il a soif, peut-être il y a trop de stimuli. Ça, on n'y pense pas assez. Le bruit. Certains enfants n'arrivent pas bien à distinguer la voix d'une personne parmi tout un brouhaha, parce que ce sont des aptitudes qui se développent petit à petit. Un enfant peut donc avoir soif, avoir trop chaud, être fatigué tout simplement. Il peut y avoir un excès de stimuli et là, c'est chacun selon son propre système sensoriel. Certains enfants sont particulièrement sensibles au tact, au mouvement, d'autres sont sensibles au bruit, d'autres vont être sensibles aux odeurs, d'autres encore vont être sensibles à trop de stimulation visuelle. Et donc, quand un enfant est manifestement sous stress, d'abord, je regarde, est-ce qu'il pourrait y avoir un besoin physiologique non satisfait? Ensuite, c'est aussi un besoin physiologique. Tous les enfants, tous les humains ont absolument besoin de bouger. On a besoin de mouvement. Dès qu'on est immobilisé, eh bien, la quantité d'hormones de stress augmente. Pourquoi? Parce que si je suis immobilisé, même si c'est dans un siège qui a l'air confortable, eh bien, mon cerveau interprète que ça veut probablement dire qu'il y a une menace. En tout cas, je ne peux pas sortir rapidement. Donc, il y a un danger, un risque pour moi. Donc, hormones de stress. Tous les humains ont un besoin de liberté et de se sentir autonome, être capable de faire quelque chose. Ça non plus, on ne le mesure pas, parce qu'on se dit, c'est bien s'ils sont confortables. Mais en fait, non. On n'a pas forcément besoin de se sentir confortable, on a besoin de se sentir actif pour être en bonne santé. L'état naturel de santé, ça n'est pas être calme, tranquille, c'est être en interaction, c'est communiquer, c'est être en relation avec les autres ou avec un jeu, être impliqué, être dans l'interaction. Si l'enfant se retire de l'interaction, c'est qu'il y a peut-être un souci, que ce soit par l'agressivité, ou par un retrait trop important. Une autre source de stress, ça va être le manque d'interaction. Nous vivons grâce aux interactions avec les autres humains. Les enfants ont besoin d'interaction les uns avec les autres, mais surtout d'interaction avec les personnes qui assurent leur sécurité.
Ils ont besoin de sentir l'attachement et donc ils ont besoin d'interaction avec la personne qui assure leur sécurité, la personne à laquelle ils sont attachés. Certains enfants peuvent avoir un souci dans leur cœur. Peut-être que leurs parents sont très stressés. Peut-être tout simplement au sein de la structure, il y a trop de tension. Ça peut être ça qui suffit pour mettre un enfant sous stress. Comment faire pour, face à tous ces facteurs de stress, ces facteurs de risque, mettre en place des facteurs de protection? Tout d'abord, nous allons penser au cadre. C'est sûr que dans un cadre de nature, le stress baisse instantanément. Mais le cadre, c'est aussi tout ce qui fournit la sécurité et qui nourrit l'essence et permet le mouvement et l'autonomie. Le cadre, ça n'est pas quelles sont les règles, même si les règles en font partie, mais c'est l'espace dans lequel je peux satisfaire tous mes besoins. Comment je peux aller boire, comment je peux aussi me nourrir, qu'est-ce que je peux regarder, de quelle liberté je dispose, quels mouvements libres je peux faire, quelles interactions avec les autres je peux avoir. Face aux facteurs de stress, nous avons à mettre en place les facteurs de ressourcement, les facteurs de protection. Dans un premier temps, je pense cadre, qu'est-ce qu'il peut y avoir en trop ou en pas assez. Puis, j'écoute le besoin spécifique de l'enfant. En fonction de son besoin, soit je fournis plus d'attachement, plus d'interaction, soit je fournis plus de liberté pour plus de mouvement. Parfois, on a juste besoin de libérer l'axe du stress. Et donc, je vous propose un petit exercice à faire aux enfants ou aux adultes. Et pour réduire le stress, un facteur de protection, c'est le contact avec la nature, le contact direct, les pieds nus. La science montre que ça fournit toutes sortes d'informations à notre cerveau et ça aide à réguler le stress. On s'allonge, de préférence dans la nature bien sûr, mais ça peut se faire n'importe où. Voilà un exercice pour libérer la charge de stress trop importante. On croise les mains comme ça. On les pose. Ah, voilà, je repose tout simplement ma tête dans le creux de mes doigts, dans le creux de mes mains, et je respire simplement. Puis, je dirige mes yeux vers la droite, sans bouger la tête. Et je reste là, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Au bout d'un moment, je baille ou je respire davantage, je lâche. Puis, je reste au milieu quelques secondes et ensuite, je vais de l'autre côté. Pareil, jusqu'à ce que quelque chose se passe, un grand soupir ou bien un bâillement. Quelque chose bouge à l'intérieur de moi. Ça peut durer 30 secondes, 1 minute. Puis, je reviens. Et voilà, tout simplement. Alors, eh bien, je crois que je vous ai dit beaucoup de choses à tester maintenant. Parfois, il y a des situations de vulnérabilité plus spécifiques. Et donc, Brigitte et Martine, je vous envoie la boulette. Ah, la boulette. Bonjour docteur Brigitte Collet, bonjour Martine Roussel-Adam, ravie de vous accueillir. On commence une séance sur la santé sociale et les situations de vulnérabilité avec vous. Et je vais d'abord poser une question au docteur Brigitte Collet. Brigitte, qu'entend-on par situation de vulnérabilité ? Alors, un enfant est considéré comme vulnérable quand il se trouve dans un certain nombre de situations, en particulier par exemple la pauvreté, les fragilités financières, l'absence de logement, l'absence de, des difficultés de fin de mois, le stress un peu chronique d'une famille qui ne sait pas où elle va vivre et avec quoi elle va vivre. Ça, c'est une situation de vulnérabilité. Il y a aussi la question de l'exclusion sociale, les personnes qui vivent dans des squats, mais on revient un petit peu à la situation initiale. Il y a des situations aussi où la famille n'est pas dans sa culture habituelle, où là on vient sur l'interculturalité, des mamans qui ont des cultures très différentes et qui, quand elles accouchent avec un bébé dans une culture qui n'est pas la leur, où on ne les comprend pas, on ne les accompagne pas de la manière dont elles pourraient avoir l'habitude.
c'est aussi une situation de vulnérabilité. Et puis la vulnérabilité aussi médicale avec le handicap, qu'il soit psychique, physique, génétique, le handicap de toute nature, neurosensoriel, la surdité entre autres, peut mettre un enfant dans une grande situation de vulnérabilité. Il faut pouvoir le repérer pour mieux l'accompagner. Brigitte, comment tu penses qu'on peut accueillir et inclure un enfant et sa famille en situation de vulnérabilité? Eh bien, c'est une question importante parce que bien souvent, ces familles-là, elles ont du mal à s'inscrire dans un projet d'accueil dans une crèche ou une halte garderie. Il y a des cultures où une maman ne se sépare pas de son bébé dans les premiers mois, peut-être même parfois premières années, où c'est très difficile de le mettre en crèche. Ça n'a même aucun sens pour certaines mamans qui n'ont que leur bébé dans leur vie et qui ne vont pas le laisser pour faire quoi. Donc, l'idée, c'est de les accueillir, d'aller vers elles, de leur proposer des projets comme un café des familles, comme des cours d'alphabétisation, des cours de cuisine, pour que le fait de laisser leur enfant ait un sens. Et puis une fois que l'enfant est accueilli, soit dans un lieu d'accueil enfants-parents, dans une halte garderie ou une crèche, j'allais dire c'est gagné parce que les professionnels vont pouvoir l'accueillir tel qu'il est avec cette diversité et ses fragilités, et puis aussi l'observer, repérer les difficultés s'il en a, et puis les redresser, les améliorer et faire de la prévention précoce, parce que c'est ça l'idée, hein, de redresser le parcours d'un enfant dès les premiers mois pour pouvoir empêcher des difficultés ultérieures. Martine Roussel-Adam, comment peut-on mettre en place cette relation de confiance avec les bénéficiaires et notamment dans le cas des familles qui vivent dans des hôtels sociaux, comment tu penses pouvoir accompagner cette relation pour que ces familles soient aussi actrices de leur situation? Oui, tu as tout à fait raison de parler de cette situation de l'hébergement en hôtel social parce que c'est vraiment de plus en plus préoccupant. Ça concerne 58 000 personnes, dont 47% d'enfants, rien qu'en région parisienne. Donc, c'est énorme. Et en fait, il faut savoir que l'hôtel social, normalement, ça devait être un abri provisoire pour les familles qui étaient à la rue et qu'on place là de façon très provisoire. Et alors que du fait de la situation générale pour s'occuper de ces familles-là, elles restent très longtemps, voire 2 ans, 3 ans et voire 5 ans dans ces hôtels. Et c'est une situation difficile. Et si on veut aider ces familles-là, il faut absolument bien comprendre leur contexte. Leur contexte, c'est-à-dire que c'est une extrême promiscuité. Ils vivent toute une famille dans une ou 2 chambres. Donc, les enfants, ils n'ont aucun espace pour jouer, pour travailler, pour faire le devoir. Ils ont toute la journée la télé avec les parents, les enfants plus jeunes, etc. Et ils n'ont pas d'endroit pour vivre leur vie d'enfant. De plus, si il y a une situation de peur dans ces familles, parce qu'elles sont plus ou moins en situation légale, et donc à tout moment, on peut leur retirer leurs enfants ou les ramener au pays. Donc là, par rapport au lieu d'accueil, on a constaté que si on essayait de faire venir ces enfants dans nos lieux à nous, ça ne fonctionnait pas parce qu'il y a la peur qui est là. Donc nous, avec l'association Chemin d'enfance, on va au-devant de ces familles-là, c'est-à-dire qu'avec une camionnette et du matériel, on va sur place, sur leur lieu de vie, et là, on offre un espace géographique, un lieu, et un espace-temps à ces enfants pour qu'ils puissent vivre leur vie d'enfant. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour eux. Et après, il faut avoir une posture tout à fait particulière avec eux. Ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Il faut, parce que compte tenu de leur parcours, ils sont particulièrement sensibles à toutes les questions d'injustice. Ils peuvent être turbulents. Il faut vraiment agir en bonne connaissance de cause de leur situation pour les amener à ce qu'ils se sentent respectés et qu'ils aient envie aussi de s'insérer dans la société française. Merci beaucoup Martine. Comment justement entamer ce processus de résilience avec ces enfants qui sont face à des situations de grande vulnérabilité? Je pense que tu as expérimenté quelques pistes très intéressantes, peut-être pour des enfants un peu plus grands. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot?
Oui, je pense que pour aider ces enfants en situation de vulnérabilité en général, à commencer des processus, à entrer dans des processus de résilience, il faut d'abord qu'ils expriment leurs sentiments, expriment leurs ressentis. Et pour ça, bon, ça peut être, à travers, le jeu, à travers l'art, à travers l'activité sportive. Il y a toutes sortes de possibilités d'exprimer. Mais une expérimentation, qu'on a faite, et là, je vais peut-être parler d'une situation de vulnérabilité un peu particulière, qui est moins les cas qu'on a cités tout à l'heure avec Brigitte, mais aussi il peut y avoir une situation de vulnérabilité conjoncturelle, comme c'est le cas actuellement, pour toute la période qu'on vit avec, le Covid, et du coup, ça concerne tous les enfants, pas seulement les enfants spécialement fragilisés. Et là, on a une expérience avec une autre association dont je m'occupe qui s'appelle SEB, Savoir-être et vivre ensemble, et qui développe les ateliers philo avec les enfants. Et là, on a constaté une grande vulnérabilité des enfants. Et alors, quand on a repris, alors surtout après le premier confinement, où ils avaient été dans une période sans interaction sociale et avec beaucoup de peur de tous les côtés, choses qu'ils ont pu entendre à travers les informations, à travers les réactions de leurs parents. Et pour les premiers ateliers philo, quand ils sont revenus, on leur a demandé quel thème ils voulaient choisir. Et les thèmes qu'ils ont choisis, alors d'habitude, c'est le bonheur, la joie, la vie réussie, etc. Et là, c'était la peur, la responsabilité, parce qu'ils se sentaient responsables quelque part du virus. La peur, c'est parce qu'ils ont entendu parler de guerre. L'amitié, parce qu'ils disent, mais on n'a plus d'amis puisqu'on ne les voit plus. Donc, tous ces sujets-là, c'était extrêmement important pour eux d'exprimer, par exemple, qu'est-ce qu'un ami? Est-ce qu'on n'a plus d'amis parce qu'on ne peut pas le voir pendant un certain temps, ou est-ce que l'amitié, ça va un peu au-delà? Très important, et dès la toute petite enfance, ces ateliers de soutien des émotions, d'accueil et soutien des émotions sont déjà importants, même avant le langage préverbal. Brigitte, je te laisse le dernier mot. Restez en Oui, veille. je crois qu'il y a vraiment le maître mot, c'est de leur donner des espaces, que ce soit aux parents, hein, à la mère, très souvent pour les enfants très jeunes, un endroit où ils peuvent se poser, où ils seront accueillis tels qu'ils sont, sans tracasserie administrative, sans peur, établir un climat de confiance pour vraiment qu'ils puissent confier leur enfant. Et à mon avis, c'est ça la difficulté la plus importante, c'est d'aller vers eux et de les accueillir. Merci beaucoup Brigitte Collet, merci beaucoup Martine Roussel-Adam, c'était formidable de passer ce moment avec vous. Agir tôt, dès les 1000 premiers jours, et à très bientôt. Et Allez, c'est hop, parti. Merci à toi. Accueil des émotions, régulation du stress. Il n'est pas toujours facile d'accueillir et d'accompagner des parents lors d'une rencontre, lors d'un temps ludique avec leurs enfants, quand ceux-ci sont stressés, angoissés, avec une image d'eux-mêmes dégradée, un manque de confiance en soi et dans les autres, et une terrible peur du jugement de leur image de maman ou de papa. Comment favoriser, provoquer la relation parent-enfant? Comment faire pour que l'enfant ne soit pas impacté par cette angoisse et ce stress? Nous avons vécu une expérience riche en émotions, en lâcher-prise, de découverte, de connaissance et de reconnaissance. Le choix d'une médiation par la mise en scène, de l'animation d'un atelier parental sur les émotions, a permis d'élaborer avec les parents une expérience conjointe. Qu'est-ce qu'une émotion? Comment l'identifier? Pourquoi les mettre en scène? C'est une façon de mettre au travail le langage émotionnel. Une fenêtre s'ouvre alors sur le monde, sur soi et sur l'autre. Mieux se comprendre, comprendre l'autre, comprendre son enfant, comprendre l'environnement qui nous entoure. Ce que cela provoque, ce que je ressens, ce que l'autre perçoit. C'est-à-dire mettre au travail de façon ludique son rapport à soi, son rapport à l'autre. Cet atelier créatif, partagé autour des émotions, a permis de diminuer le stress, diminuer les angoisses, mais surtout faire émerger des facteurs de régulation. Identifier les émotions, les ressentir, les mettre en scène, c'est une expérience de satisfaction commune, c'est-à-dire une construction de modèles d'identification parentale, familiale et sociétale. Cela fait référence au jeu du jeune enfant. Tout à fait. C'est
lorsque l'enfant construit ses premières expériences, ses expériences primaires qui lui permettront de se développer, de penser le monde qui l'entoure. Jouer, c'est retrouver une curiosité de soi, une curiosité de l'autre, pour créer de nouveaux modèles relationnels. C'est également l'utilisation d'une communication nouvelle, sans mots, une autre façon de dire, de penser. C'est la force du non-verbal. Cette remobilisation ne se fait pas dans un premier temps par le mental et l'intellectuel, c'est le corps et son langage qui s'expriment dans un premier temps. Trouver une autre façon d'exprimer, de penser l'impensable, d'exprimer l'inexprimable, accéder au monde imaginaire, se réapproprier l'imaginaire, s'autoriser à l'exprimer dans un cadre protégé, transformer son regard sur soi, son regard sur l'autre, son regard sur le monde, décoder pour s'enrichir de ses propres expériences, qui sont restées souvent enfouies, cachées, car honteuses, les partager pour les offrir à une nouvelle compréhension, les vivre dans un échange de communication pour soi, pour l'autre, le lâcher prise. Cette expérience de co-construction avec les parents, en privilégiant la mixité sociale et culturelle, permet de repenser l'accompagnement des familles vulnérables et fragilisées, tout en innovant pour aider le parent à mieux se connaître, se redonner confiance, pour impacter sa parentalité, faciliter la communication intrafamiliale au travers d'activités ludiques et artistiques, ce qui se révèle être un levier à la relation naturelle parent-enfant. L'individuel dans le collectif. L'avantage de pouvoir accueillir les parents dans ces petits collectifs plutôt intimistes, ça va être de pouvoir les accompagner à la fois de manière individuelle dans la relation qu'eux vont pouvoir tisser avec leur enfant au travers du massage bébé, du toucher sain et nourrissant, mais également de pouvoir vivre cette expérience dans un collectif de parents, pour exemple en centre de détention ou encore à la maison des parents ou en ESAT. Tous les parents ne sont pas de la même manière à l'aise avec le toucher et le massage bébé. Le fait de pouvoir s'imprégner, s'inspirer ou imiter d'autres parents, ça leur permet bien souvent de gagner confiance en eux, de s'autoriser à, et puis les échanges entre eux vont leur permettre de pouvoir se construire leur propre manière de masser, de s'adresser à leur bébé. Et petit à petit, au fil des ateliers, parce que ces ateliers se déroulent en 3, 4, 5 séances, on observe des parents qui, petit à petit, s'autorisent, gagnent confiance en eux, ont un toucher beaucoup plus appuyé, beaucoup plus sûr finalement sur leur bébé, et on observe des bébés se détendre, apprécier, gagner confiance en eux aussi, parce que c'est tout l'intérêt du massage bébé, c'est que ça permet à l'enfant et aux parents de se poser, de prendre un temps pour soi. On sait qu'aujourd'hui, dans la vie qu'on mène en tant que parent, et quel que soit notre milieu de vie, notre environnement, on sait qu'on a des difficultés à prendre du temps réellement avec son enfant, en ayant l'esprit complètement libre et en étant complètement disponible physiquement et psychiquement. Et bien là, au cœur de ces ateliers, on n'a pas d'obligation, juste la possibilité et l'envie de se poser avec son tout petit, de profiter d'un temps d'échange, où voilà, on parle ou on ne parle pas, on touche ou on ne touche pas, mais en tout cas, on s'autorise à prendre ce temps et on s'autorise à se faire confiance
en tant que parent et à développer finalement des compétences qui sont bien là mais qu'on n'oserait peut-être pas mettre en avant s'il n'y avait pas cet outil qui est le massage bébé. Les compétences psychosociales. Mais qu'est-ce que c'est que ce terme, les compétences psychosociales? Effectivement, c'est un terme relativement récent. On en parle, l'OMS commence à en parler en 1993 et donne cette définition. Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Ainsi, c'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Je vous laisse imaginer que c'est un petit peu barbare comme définition. Par contre, si on le transpose en termes petite enfance, effectivement, les compétences psychosociales chez le jeune enfant vont être les capacités d'empathie, de régulation émotionnelle, de communication et de coopération du jeune enfant. Elles sont encore à l'état de bourgeon chez l'enfant de moins de 3 ans. Effectivement, parce que tout est encore à l'état de bourgeon chez l'enfant de moins de 3 ans, et ça va nécessiter ainsi le soutien de l'adulte pour se développer. En effet, dans les milieux petite enfance, on peut déjà remarquer des manifestations d'empathie du jeune enfant. On peut remarquer ces débuts où l'enfant commence à partager un jeu avec un autre, où les jeux coopératifs commencent à se mettre en place, mais c'est vraiment encore à l'état tout petit. Et souvent, l'enfant va avoir besoin d'un médiateur à travers l'adulte, à travers le professionnel, pour l'aider à mettre en place toutes ces compétences. La recherche scientifique dans le domaine de la santé sociale, donc autour des compétences psychosociales, est vraiment extrêmement récente, mais extrêmement prometteuse pour bâtir un monde meilleur. La recherche va nous renseigner sur la façon dont nous pouvons aujourd'hui accompagner le développement de l'enfant. Parce qu'effectivement, tout ce qui est le développement social, le développement affectif, vont être une base pour le développement global de l'enfant. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Ainsi, de même, les recherches montrent combien le développement neurologique et physiologique est affecté par la qualité et la sensibilité des interactions avec l'adulte qui entoure l'enfant. En effet, l'enfant a besoin donc du soutien de l'adulte pour développer ses compétences psychosociales parce que son cerveau qui est immature n'est pas dans la capacité de pouvoir gérer ces situations tout seul. Ces tempêtes émotionnelles qu'il traverse, il ne peut pas les gérer tout seul. D'où l'importance qui en découle que vraiment de l'environnement, de la cohérence de réponse donnée à l'enfant dans ces différents milieux de vie, que ce soit en milieu d'accueil petite enfance ou même à la maison. Une première recherche-action en promotion de la santé sociale est en cours en France, dans les milieux petite enfance. Il y a plusieurs crèches qui sont concernées par ce dispositif, dans le Nord, dans les Yvelines et à Bordeaux, autour de Bordeaux. Cette recherche vise à accompagner les professionnels de la petite enfance dans leur pratique éducative, visant à soutenir les compétences psychosociales du jeune enfant. Donc en effet, la recherche-action accompagne au quotidien les professionnels à adopter des postures éducatives ajustées, adaptées aux besoins de l'enfant pour venir répondre aux besoins de l'enfant. Cette recherche met aussi en place un outil appelé Pilou et Filou. Donc, ce sont des marionnettes. Voici Pilou et voici Filou, qui à travers des ateliers vivent des situations du quotidien du jeune enfant, comme demander une place, reconnaître chez soi ou chez les autres une émotion, vivre cette émotion. Donc à travers ces ateliers qui sont faits à peu près une fois par semaine, les enfants vont pouvoir découvrir comment est-ce que Pilou et Filou font face à leurs défis du quotidien. Comment est-ce qu'ils font pour demander une place? Et donc, vont pouvoir vraiment s'identifier à ce que vivent ces marionnettes et pouvoir reproduire et de dire, bon ben voilà, comment est-ce que, en tant qu'enfant, je vais pouvoir m'approprier ce que Pilou et Filou vivent dans leurs ateliers et le mettre en place. Donc nous sommes dans l'attente, l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance qui gère et qui met en place cette recherche attend avec impatience les résultats de cette recherche qui est la première en France autour de ce domaine-là pour faire évoluer les postures éducatives autour des compétences psychosociales dès le plus jeune âge parce que n'attendons pas l'école, n'attendons pas le lycée, le collège
pour pouvoir travailler autour de ces CPS, mettons l'accent sur tout ce que les professionnels de petite enfance peuvent apporter aux jeunes enfants dans leur quotidien pour faciliter par la suite leur bien-être et leur intégration dans notre société. L'éveil musical. L'éveil musical. Bon, bah, ce sujet. Ce qui est très sympa d'ailleurs dans ce thème, c'est que ce thème qu'on joue pour la première fois, peu importe, mais ce qui est très sympa, c'est qu'on peut le faire répéter aux enfants, et ça c'est assez magique parce que ça marche très bien ça en éveil musical. C'est pas forcément évident suivant l'âge, je trouve, tu sais, de faire travailler aux enfants une chanson qu'ils connaissent pas. Et là, le fait de leur laisser à chaque fois la possibilité de répéter la phrase, c'est une bonne astuce, je trouve, c'est facile. Un éléphant qui se baladait dans la forêt. Et ça, on peut faire ça avec la plupart des morceaux, ce qui permet de ne pas avoir le problème de lecture ou de retenir un texte. Ouais, tout à fait, ils intègrent en fait assez naturellement. Ils intègrent assez naturellement. Et pour moi, oui, pour témoigner un peu, c'est vraiment un bain sonore pour les enfants. Donc voilà, j'ai amené quelques instruments que j'utilise, qui sont des instruments qui sonnent bien. Pourquoi chante-t-on avec les enfants ? En plus d'être une activité agréable, c'est un moyen privilégié d'apprendre. Les chansons ont surtout un effet sur le développement du langage. Les enchaînements de mots aux rimes amusantes sensibilisent les enfants au rythme varié de la langue. En plus de donner accès à de nouveaux mots, chanter favorise une meilleure articulation et familiarise les enfants aux différentes intonations. Une marche militaire dont Les activités musicales permettent aussi aux enfants d'augmenter leur capacité d'attention et leur mémoire. lorsqu'ils ouvraient la bouche. Lorsqu'ils associent des gestes aux paroles de la chanson, les enfants du groupe de Caroline développent également leur motricité. Comme adultes, il ne faut pas hésiter à répéter souvent la même chanson, tout en se permettant de modifier le rythme et les intonations. Les enfants prennent grand plaisir à entendre et chanter des mots qu'ils reconnaissent. Les chansons et les comptines sont une source inestimable de stimulation et d'apprentissage, en plus d'être un moment agréable à partager avec ses amis. Voilà, il y a un éveil au rythme parce que, comme par exemple dans cette chanson, c'est ce qu'on disait, ils intègrent assez naturellement le rythme en fait, sans théoriser du tout. Mais moi, je fais pas mal de percussions corporelles avec eux, des choses qui sont faciles à faire, même par des gens qui ne sont pas du tout musiciens. Et les enfants suivent ça, en fait. Ils intègrent très facilement le rythme dans leur corps, en fait. Le ressenti est très naturel. Et puis, voilà, il y a du chant, évidemment, le premier instrument de notre corps. Donc, on n'a même pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Et ça, c'est pareil, c'est assez inné. Et puis, voilà, il y a un développement aussi, je pense, avec les autres. Enfin, le fait que c'est en groupe, toi aussi, tu interviens beaucoup en groupe, pas pour particulier. Et enfin, moi, j'ai vraiment remarqué qu'il y a un côté très développement du vivre ensemble, enfin, du faire quelque chose ensemble. Par exemple, taper une pulsation, quelque chose, ils vont le faire assez naturellement et c'est une manière de partager ou voilà, découvrir les instruments, prendre chacun un instrument. Comment tu utilises les instruments
avec eux? Est-ce que tu les fais participer vraiment? Est-ce que tu les fais passer, ils passent, ils essayent chacun? Oui, ils essayent bien sûr. Alors j'essaye souvent de montrer quand même, sans leur dire vous touchez pas et tout ça, mais de sacraliser un petit peu les instruments, c'est-à-dire qu'ils vont être posés sur pour pas qu'ils se jettent dessus, vraiment voilà, qu'ils comprennent. Et après je en joue vraiment dans le silence, j'essaie de pas trop parler, vraiment que ce soit des instruments qui parlent. Ils apprennent, ils entendent la résonance par exemple, si je leur fais écouter ça et je fais ce geste-là plusieurs fois, tu vois, ils prennent conscience de la résonance et de la résonance. Déjà ça les fascine. Ça, c'est une manière de faire vraiment durer le son, mais ça, ils sont très intéressés par ça. En fait, ils découvrent, voilà, ils développent leur sens. Et donc, une fois qu'ils voient ces gestes-là, après, effectivement, je leur laisse vraiment un peu libre cours et ils vont essayer de refaire ces gestes-là. Et puis, pareil, sur mais par contre, oui, ici, sur les accords, c'est aussi par rapport aux émotions. Je trouve que sur ça, c'est vraiment lié à tout ça. En fait, la musique, c'est directement lié à leurs émotions. Donc voilà, un instrument qui va jouer en mineur. Celui-là, je l'utilise pas mal pour des moments de relaxation à la fin. Et ils s'allongent et ils entendent cet instrument. Je le fais passer aussi d'une oreille à l'autre en leur demandant de fermer les yeux pour qu'ils prennent conscience de leur stéréo naturel. En fait, on a deux oreilles et c'est assez génial. Tu entends dans une oreille et dans l'autre et l'instrument passe. Et toi, avec le clavier, alors, donc, tu leur fais... Alors, je crois que l'élément central, c'est vraiment le jeu. Le jeu et l'idée de passer un bon moment. Ça peut être des petits moments avec des marionnettes aussi, ça marche assez bien sur les tout petits et parfois qu'ils soient un peu tristes ou pas, enfin, dans les hôpitaux ça marche bien aussi, mais ils aiment beaucoup la marionnette et puis encore plus si la marionnette joue du piano. C'est le cas de s'amuser avec une marionnette, même si on n'est pas musicien, de les faire rêver avec des chansons comme ça. Okay. J'aime bien quand tu parlais du jeu, parce que c'est vrai qu'on a quand même la chance de faire un métier où on joue. On joue des instruments en fait. C'est marrant qu'on emploie ce verbe-là, jouer des instruments, mais donc c'est clair que c'est directement lié à l'enfance, quoi, et que c'est assez direct pour eux, ce monde-là. Nous retrouvons ici une niche sensorielle, langagière et affective qui permet à l'enfant d'évoluer dans les meilleures conditions. Elle est composée d'expériences quotidiennes qui mobilisent l'attention bienveillante et privilégiée de l'adulte envers chacun des enfants. Les expériences d'éveil musical, de création, de dialogue, de découverte dans la nature, d'accompagnement des bourgeons de compétences sont des temps très précieux pour chacun des enfants. Elles sont des expériences positives qui s'ajoutent à la prévention quotidienne de l'exposition au stress et aux toxiques et qui vont permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel. On comprend que le cerveau ne peut fonctionner seul.
Isolé, il s'éteint. C'est l'harmonisation de deux cerveaux qui structure une personnalité. Le cerveau du jeune enfant se nourrit de ces liens qui se tissent grâce à la confiance entre l'adulte et l'enfant et qui conduit à la sécurité affective. Et ça, c'est un trésor pour toute la vie. C'est la raison pour laquelle nos métiers sont des métiers de l'être et de la relation. One, two, three, four. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où niche l'hibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien me presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. On se pose, c'est si bon quand on se pose, plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Se perd, c'est si bon quand on se perd, sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Spam, c'est si bon quand on spam. Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons pour cette troisième pause respiration ensemble. Comme les deux premières fois, je vais vous proposer de vous asseoir, de vous installer confortablement pour cette respiration ensemble. Pensez à avoir des appuis stables, à être assise soit au sol, soit sur une chaise, un fauteuil, ce que vous voulez. Et alignez votre dos bien droit dans le prolongement de la tête, comme suspendu par un fil imaginaire. Vous pouvez rentrer légèrement le menton. Et puis, vous pouvez garder les yeux ouverts pour cette fois, puisque je vais vous proposer une respiration avec mon outil, cette balle extensible. Nous allons aujourd'hui explorer la respiration au carré. C'est une respiration qui permet de favoriser la concentration. Elle se déroule en 4 temps. Premier temps, j'inspire. Deuxième temps, je retiens ma respiration. Troisième temps, j'expire. Quatrième temps, je retiens l'air que j'ai également. Inspire, je retiens, expire. Je retiens, inspire. Je retiens, expire. Je retiens. Vous pouvez expérimenter cette respiration au carré à l'aide d'un outil visuel comme celui-ci, ou bien en dessinant un carré avec votre doigt. Premier temps, j'inspire. Deuxième temps, je retiens ma respiration. Troisième temps, j'expire. Quatrième temps, rétention de l'air également. Voilà pour cet outil pour aujourd'hui. Je vous dis à la fin du prochain module pour ce prochain temps de respiration. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où niche l'hibou.